Parce que ça m'inquiétait. Enfin, et je voyais qu'il y avait des choses. Pour moi, j'avais toujours dit, je vais jamais faire ça. Je vais jamais boire le matin. Mais pendant le confinement, ça m'arrivait de boire le matin. Donc, je voyais avec moi-même mes limites et mes règles qui n'étaient pas figées, c'était pas statique non plus. Et je me suis retrouvée avec un cubi de vin qui était censé durer une semaine, qui durait 2 jours. Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Aujourd'hui un épisode différent puisque plutôt que d'interviewer un expert, eh bien, on parle témoignage. Donc c'est avec Stacy qui va nous raconter comment elle est devenue alcoolique et puis comment elle s'en est sortie. Donc nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voudriez plus de témoignages, j'en ai déjà un autre de prévu. Mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'écouter des gens qui ont eu les problèmes que nous, des fois, on accompagne, ou qu'on pourrait accompagner, ou qu'on voudrait accompagner, et puis voir comment eux, ils sont sortis de tout ça, comment ils ont vécu la chose. Ça nous sort un peu de tous nos biais, nous, de sachants, etc. Et ça nous permet de nous mettre un peu plus à la place aussi de nos clients. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, j'ai fait des notes pour le podcast puisque Stacy parle de plusieurs choses, notamment par exemple des critères d'une addiction du DSM-5. Donc il y a des notes dans le podcast. Les notes sont accessibles dans la description. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Stacy, bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Donc un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'on sera plus en mode témoignage. Parce que toi Stacy, avec toi on va parler alcoolisme. Oui. Et addiction. Et addiction, oui. Plus largement. Oui, plus largement. Un thème moi que j'avais envie d'aborder parce que en fait on n'en parle pas trop. Vraiment on parle beaucoup de l'addiction au tabac, mais on va pas plus loin que ça en hypnose parce que souvent c'est pas trop notre boulot. Ça va plus être les psychothérapeutes, psychologues, addictologues, médecins. Et nous on le travaille pas trop, mais je me disais que j'allais ouvrir le podcast. Alors des fois je vais balancer des petits mots anglais parce que Stacy est ma prof d'anglais, parce que tu es américaine. Oui, je suis américaine et ça s'entend pas mal, je pense, avec mon accent, mais voilà. Je vais essayer de t'impressionner avec des mots anglais, du coup. Oui, j'adore. Okay. Vas-y Stacy, si tu veux te présenter. Déjà. Ok. Je m'appelle Stacy, je suis américaine. Et je suis française maintenant aussi depuis l'année dernière. J'habite à Saint-Étienne depuis 12 ans. Voilà. Dès le début en fait. Et je suis abstinente de l'alcool depuis juin 2020 et du tabac depuis juillet 2020. Voilà. T'as enchaîné. Oui. Tant qu'à faire. Oui. Il va aller mieux. En fait, c'est plus facile. Je trouvais que c'était dur de continuer à boire et essayer d'arrêter les cigarettes. Et puis, j'ai arrêté l'alcool et j'avais plus trop envie des cigarettes, surtout en soirée. Donc, c'était le moment. Voilà. Okay. Tu dis abstinente. Est-ce que le mot est important pour toi tu sais, des fois, nous, on fait des grandes théories sur il faut pas dire qu'on est non-fumeur, il faut dire qu'on est libéré du tabac. Ouais, mais le mot abstinence, c'est un mot que j'emploie depuis que j'avais fait la formation d'être patient expert en addictologie. Moi, je préfère de dire sobre, mais en fait, j'ai compris qu'en français, ça ne voulait pas dire exactement la même chose, parce que pour moi, abstinent, en anglais, c'est plutôt... du sexe. Oui. Voilà. Donc, ça peut être aussi pour ça. Oui, mais on utilise ce mot précisément en anglais pour ça, donc c'est bizarre de dire. Donc, mais j'essaie d'utiliser mes mots. Oui, parce que sobre, c'est juste les périodes où on ne boit pas finalement. Ça peut être une soirée où on est sobre, mais on continue à boire le reste du temps. Oui, mais je suis sobre pour le reste de ma vie. C'est une période de sobriété, voilà. Mais après, je dis notamment abstinente de l'alcool, mais c'est tous les produits, mais j'aime bien le préciser quand même parce que c'était le produit qui me posait le plus grand souci de tous les produits. Okay. Voilà. Alcool, ok. Comment ça a démarré pour toi? L'alcoolisme ou de l'abstinence? L'alcoolisme, du coup. Est-ce que c'est comme, un peu comme moi, nous on était très... quand j'avais entre 16 et 20 ans, très binge drinking. On buvait beaucoup en soirée, il fallait boire le plus vite possible. C'était une période assez particulière. On a à peu près le même âge, toi et moi. Oui, j'ai 36 ans et toi? Oui. Là, je pense qu'on est obligé d'employer des mots
anglais du binge drinking, quand on parle de craving, c'est des mots qui n'existent pas trop en français, donc on est obligé de prendre les anglicismes. Je commençais... En fait, c'est un peu plus compliqué aux États-Unis par rapport à la France, parce que pour nous, c'est illégal de boire avant 21 ans. Donc, c'était difficile de procurer de l'alcool quand on était au lycée. Il fallait avoir soit une carte d'identité fausse, ou soit voler dans le placard de nos parents, soit avoir un grand frère ou une grande sœur pour aller en chercher. Donc, moi, ça a commencé doucement au lycée, mais c'était plutôt je dirais, des narcotiques. Enfin, parce que pour nous, maintenant, il y a une grande épidémie d'opiacés aux États-Unis, mais c'est parce qu'on a tous eu des ordonnances pour des opiacés. Donc ça, c'était vachement plus facile à avoir ça. Des amphétamines aussi qui sont prescrites pour les TDAH, mais tout le monde est prescrit ça aux États-Unis quasiment. Donc du coup, ça c'est... Et puis si tu es obligé d'en chercher un dealer pour avoir des bières, acheter de cocaïne aussi en même temps, pourquoi pas. Enfin, donc du coup, je dirais que l'alcool, c'était pas vraiment un problème parce que tout était disponible. C'était plutôt à la fac, quand je commençais à faire des soirées, comme on peut voir dans les films, dans des fraternités, ça c'est vrai, avec les tasses rouges, oui, voilà. Et où on a le éternuoir de bière avec le tuyau, et puis on fait vraiment des... ça aussi, oui. Ah oui, l'entonnoir où on se verse directement la bière dans le bec avec l'entonnoir. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est une bac dans les séries. Non, mais c'est en fait, les gens me demandent, est-ce que c'est vrai ce qu'on voit dans les séries? Souvent, oui, c'est très juste. Mais mon problème est vraiment explosé en France. Je suis arrivée, j'avais 24 ans, 23, 24, j'ai quel âge? Bon, c'est pas grave. Mais pour moi, de venir en France, c'était un peu comme mettre de l'huile sur un feu, en fait, parce que là, c'était non seulement accepté, mais encouragé, en fait. Si tu fais pas l'apéro, t'es bizarre, en fait. Et surtout, tu bois 1, 2, 3, et puis ça est devenu apéro, et puis tu bois pendant le repas, et puis 10 jours, et puis si c'était le repas du midi et tu es en 10 jours, tu vas continuer les 10 jours, et puis hop, il est 18h, on peut attaquer l'apéro, et ainsi de suite. Donc, ça a commencé comme ça le week-end et le soir après le boulot, et puis... je ne sais pas si tu as remarqué les dates, mais c'était pendant le premier confinement où j'ai vraiment perdu tout le contrôle, en fait. Ok. Le peu de contrôle que j'ai eu avant le confinement. Ok, parce qu'avant, tu arrivais quand même à réduire les temps Oui, j'étais au travail. Ouais. Donc, j'étais au travail, j'étais au bureau où j'ai enseigné dans des écoles de commerce. Donc, j'étais bien prise pendant la journée. Et le week-end. Le soir et week-end? Oui, le soir et week-end. Et en plus, le week-end, on avait des obligations. Quand j'étais avec mon ex, on voyait des amis, on voyait ses parents. Donc, aussi, c'était un plus encadré. Mais le confinement, où il n'y avait rien à faire les week-ends, les journées aussi, c'était plus calme. J'étais à la maison toute seule. C'était un moment difficile, et sans les encadrements où oh non, je ne peux pas parce qu'il faut que je conduise, ou non, je ne peux pas parce qu'au moins je dois arriver à pas bourrer, et puis on va faire l'apéro, c'est pas grave après. J'avais perdu toutes ces limites des règles, entre guillemets. Ouais. Parce que du coup, avant le confinement, pour toi, il y avait déjà ces cravings, ces trucs où tu avais déjà envie de boire un peu plus, mais tu te restreignais par obligation sociale ou par... Oui, ou les obligations que j'avais imposées moi-même, mais les questions de consommation problématique c'était déjà quelque chose que j'avais regardé plusieurs fois pendant des années. Mais quand on a cette structure dans notre vie, notre routine, où on est vraiment ce qui est structuré autour du travail, par exemple,
on arrive bien à faire ce qu'on doit faire quand même. Et oui, sans ça, avec le confinement, c'était dur. Il y a des gens où c'était l'inverse pendant le confinement, ils ont bien arrêté de boire parce qu'il n'y avait pas cette obligation de sortir, de voir des gens, de prendre des verres. Mais pour moi, c'était l'inverse. Ouais. Ok. Donc, comment tu définis l'addiction, toi, pour toi? C'était un nombre de verres obligatoires par jour? C'était le manque? C'était quoi? J'aime bien dire aux gens, si tu bois un verre et c'est un problème pour toi, c'est un problème. Ok. Et j'ai su, pendant ma formation de patient expert, j'étais pas loin en fait du piste de définition d'addiction. Si je te demande par exemple, pour toi, qui est un alcoolique? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Oui, moi j'ai dans la tête, je vais avoir le cliché de Ouais. la personne qui vit dans la rue avec le nez rouge, qui boit des bières tout le temps, ou qui Mhm. achète des 8-6, qui a pas d'argent mais qui en achète quand même. Ouais. Donc, du coup, ça peut être ça. Ouais. Mais c'est pour ça aussi le terme alcoolique est un peu polémique aussi, parce que justement, ça apporte cette stéréotype qui n'est pas vrai si on regarde en fait comment on peut définir une addiction. Et dans le DSM-5, donc c'est le manuel pour les psychologues et psychiatres, l'addiction, c'est pas marqué par rapport au produit, ni la fréquence, ni la quantité. C'est une liste de comportements autour de quelque chose. Donc, par exemple, est-ce que tu as déjà arrêté de consommer le produit, mais tu n'arrives pas? C'est-à-dire, est-ce que tu te réveilles et dis, aujourd'hui, je ne bois pas, et tu ne peux pas tenir cette promesse à toi-même? Je cochais cette case. Est-ce que tu as... Enfin, il y a 11... c'est une liste de 11 comportements ou caractéristiques autour d'un produit ou comportement qui qualifie une addiction. Je ne m'en rappelle plus... Moi, je les remettrai dans les notes du podcast. Ouais, le DSM-5. Donc, pour moi, c'était pas... il y avait un autre qui était très important pour moi, c'est est-ce que tu essaies de modérer ou contrôler la consommation, mais tu consommes plus que tu voudrais. Et ça, c'était un grand oui. Donc, il y avait des mois où je faisais des mois secs, et à la mode le Dry January ou Sober October. C'est surtout après, par exemple, en janvier, après la période de fête, où on est tous... full. Full of food, full of drinks. Just full. Et j'arrivais 30 jours, par exemple, mais si je disais, ok, j'avais fait janvier, mais je faisais un régime quelques mois plus tard, ok, il faut tenir un mois sans alcool, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de calories. 2 semaines après, je faisais des sauts, et puis je trouvais des bonnes excuses, et puis j'ai essayé de modérer, contrôler la consommation aussi, en disant, ok, je vais juste boire un verre, 2 verres, et 2 bouteilles après, avec des trous noirs, j'arrivais pas. Et sur la liste, en fait, si tu dis oui à 2 ou 3 de ces caractéristiques, c'est un léger problème de consommation. 4 ou 5, c'est modéré, et plus que 5, c'est sévère. Et si je regarde la liste, selon la période, c'est pas statique non plus. Il y avait des périodes où c'était plutôt un problème modéré ou plutôt un problème sévère. Voilà. Donc ça est devenu un problème de quantité, parce que sur la liste, tu peux voir aussi, il y a la tolérance. Donc ça veut dire que tu as besoin de plus en plus de produits pour avoir le même effet. Donc c'était justement ça, je passais à boire, je sais pas, on dirait quelques pintes de bière, je pouvais facilement boire 2 bouteilles de rouge. C'est pas la même quantité. Peut-être en liquide, mais pas en alcool. Ouais. Donc il y avait pendant très longtemps, je soupçonnais d'avoir un problème. Mais comme je disais, ce qui est dur, c'est quand le problème n'est pas statique.
Enfin, dire, oh, ouais, c'est sévère, j'ai perdu. Enfin, j'avais un travail, j'avais un copain, j'avais ma famille, enfin, j'avais tout autour de moi. Donc, c'est aussi dur de dire, ah, j'ai un grand problème. Quand tu as toujours tout ça, tu n'as pas vraiment su faire des bonnes conséquences, enfin, des conséquences importantes. Oui, genre t'es pas malade ou Oui, je me suis réveillée, je vais pas des crises d'épilepsie, je vais pas des tremblements, j'avais fait des conduites bourrées, c'est pas bien, je le sais, mais je tuais personne. Oui, il s'est pas passé un énorme truc qui pourrait faire dire oui, là j'ai un gros problème. Oui. Quoi. Et puis il y avait des fois où j'arrivais plus ou moins à gérer le problème aussi. Parfois je faisais un régime, je pouvais tenir une quinzaine de jours, mais il y avait toujours le moment où je picolais derrière et puis voilà. Est-ce que tu dirais qu'on se ment à soi-même dans ces conduites addictives sur notre capacité à gérer le problème ou l'importance du problème? C'est vachement plus compliqué que oui ou non. Okay. Je pense, pour moi, dans ma tête, je croyais vraiment que j'aurais pu gérer. J'étais convaincue quand je me suis réveillée le matin, je ne vais pas boire aujourd'hui. Ou je vais boire 1 ou 2. Enfin, c'est pas un mensonge avec l'intention derrière. Enfin, oui. Voilà. Il n'y a pas l'intention de te mentir. Tu étais convaincue au début que c'est OK. Oui, c'est ça. Et je voulais revenir à quelque chose, mais On était sur le confinement à la base. Oui, non, c'était... tu m'avais demandé pour l'alcool. Bon, bref, c'est pas grave, si ça revient. Donc, du coup, oui, dans ta tête, c'est vachement plus compliqué que oui ou non. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... Enfin, les gens avec des problèmes de consommation, on est en train de mentir. Enfin, mais on est convaincu aussi qu'on peut gérer et on veut gérer, mais on n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'on coche cette case sur la liste des DSM. Je me rappelle ce que je voulais dire aussi. C'est que c'était plus dur avec l'alcool aussi en France. C'est parce que les gens autour de moi buvaient autant que moi, ou plus, ou d'alcool plus fort. Donc, du coup, quand tu as tout le monde autour de toi qui est toujours en train de te servir des verres et tu le vois bourré comme toi tout le temps, c'est dur aussi j'avais perdu comment dire? Peut-être tu peux m'aider à trouver mes mots. J'avais perdu, pas le métrique pour mesurer, mais en fait... Pour toi, c'était devenu une normalité, en fait. Oui, tout tes groupes d'appartenance étaient comme ça, donc en fait, c'est pas anormal, quoi, puisqu'il y a pire. Oui, exact. Et puis, j'étais en couple, et quand tu es en couple avec quelqu'un, et la personne en face est en train de dire, non, t'as pas de problème. D'accord. Parce que lui, il avait le même problème, du coup ou... Oui. Vous étiez tous les deux dans ce truc-là? Oui, oui. Et puis, je pense... s'il y avait une période où je dis non, mais on boit trop, et l'autre, oui, je suis d'accord, et puis il y a une qui... Enfin, c'est marrant aussi comment on peut trouver des raisons pour boire quand on est content, on est malheureux, enfin, on est triste, on peut toujours trouver une excuse. Donc, s'il passe une mauvaise journée, je vais aller boire un verre parce que j'ai passé une mauvaise journée, je viens avec toi. Donc, du coup, ou l'inverse. Donc, on était tous les deux dans le même délire. Donc, c'est peut-être difficile de s'en sortir quand aussi. T'as pas un soutien, quelqu'un qui boit pas, par exemple, à côté, ça aurait peut-être pas été pareil. T'aurais pas eu la même vision des choses. Quoi. Oui, c'est sûr. Et... c'est aussi dur quand tu essaies de faire... Enfin, c'est dur quand j'essaie de faire des efforts et tu es toute seule dans les efforts aussi. Quand tu habites avec quelqu'un, ça peut être n'importe qui, si c'est un membre de la famille aussi. Mais quand il y a l'alcool toujours autour ou...
les gens autour de toi qui sont toujours en train de dire bah, tu bois pas, tu es malade, qu'est-ce qui se passe? T'es pas drôle. T'es pas drôle, t'es enceinte? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, et est-ce que tu as pu parler de ça à ce moment-là à des gens extérieurs à ton couple, des potes, de la famille, ou c'est quelque chose que tu gardais plutôt pour toi? Je pense que j'ai des amis qui, enfin, c'était surtout mes amis aux États-Unis, je pense, vu qu'on se voyait très peu, et j'imagine pour eux c'était très dur à chaque fois, je suis rentrée, je voulais toujours faire la fête, mais eux, enfin, ils ont perdu l'habitude entre-temps, se sont mariés, ils ont eu des enfants, donc je suis arrivée, ok, on va bragner. Et eux, c'était pas, on fait plus ça. Mais toi, tu bois beaucoup, toujours autant. Enfin, ils étaient un peu, ils s'inquiétaient beaucoup. Euh, et donc, parfois, on avait parlé. Je parlais plus facilement avec une amie ici, anglaise, qui galérait aussi avec sa consommation. Donc, on faisait souvent des périodes secs, enfin, un peu ensemble. Et avec mon généraliste, enfin, comme je disais, depuis des années, je soupçonnais, enfin, lui aussi. Donc, on a eu des discussions. Mais une fois, il m'avait mis un défi. Il me dit, si tu peux pas tenir 3 semaines sans boire, il faudrait venir me voir parce qu'il y a un problème et il faut qu'on parle, il y a un problème plus grave. Mais 3 semaines, enfin, si tu me dis qu'il faut tenir 3 semaines et tu n'es pas alcoolique, Tu peux tenir 3 semaines. tu peux tenir 3 semaines. Ouais. Ok. Si Donc, c'est juste pour te prouver que t'es pas alcoolique. Oui. Et je vais fêter ça avec une bière. Ouais, c'était ça, c'était avant un voyage aux États-Unis, donc il me dit, faut tenir, il dit que tu es à Philadelphie, tu peux boire. Je pense que le moment l'avion est arrivé à Philadelphie, Ouais. le moment où je suis arrivée chez mes parents, j'ai picolé. Mais donc du coup, c'est pas vraiment une bonne manière de mesurer aussi s'il y a un problème. Mais je soupçonnais ça. J'avais regardé sur Google, est-ce que j'ai un problème d'alcool? Et ça me posait des questions un peu comme toi aussi, à quelle fréquence, à quelle quantité. Donc, par toutes les mesures possibles, oui, il y avait un problème. Mais après, je ne savais pas quoi faire, en fait. J'ai essayé des médicaments avec, enfin, le généraliste qui m'a prescrit des médicaments pour... qui a enlevé la sensation euphorique des premiers verres, de tous les verres. Il y a aussi des médicaments qui existent qui te rendent malade si tu prends de l'alcool avec. Ok. Pour entraîner le cerveau d'être dégoûté par l'alcool, mais ça n'a jamais bien marché. Okay. Donc en fait, tu faisais beaucoup à la volonté aussi. Ouais. Oui. Parce que ça m'inquiétait. Enfin, et je voyais qu'il y avait des choses. Pour moi, j'avais toujours dit, je vais jamais faire ça. Je vais jamais boire le matin. Mais pendant le confinement, ça m'arrivait de boire le matin. Donc, je voyais avec moi-même mes limites et mes règles qui n'étaient pas figées, c'était pas statique non plus. Et je me suis retrouvée avec un cubi de vin qui était censé durer une semaine, qui durait 2 jours, 3 jours. Et c'était le confinement où je me suis rendu compte parce qu'on gardait jamais l'alcool à la maison. On savait si c'était là, on va le boire, donc on n'achetait jamais l'alcool pour la maison. Mais là, il n'y avait pas de choix. Mais donc là, je voyais la quantité qu'on consommait réellement. Parce qu'au bar, tout le monde est en train de prendre des tournées et tout. Je ne voyais pas passer. C'est ça qui a fait partie d'une espèce d'électrochoc pour toi, de voir les quantités aussi. Ouais, et avoir des week-ends où je me suis réveillée, je commençais à picoler enfin, je me suis endormie. Je me suis réveillée l'après-midi, je faisais la même chose, enfin, tu buvais presque en continu. Ouais. Et puis après, mes cours, ils étaient en Zoom, donc je n'étais pas obligée de sentir bon. Enfin, j'ai mis un peu de maquillage et devant l'ordinateur. Et j'avais plus de temps dans la journée. Il n'y avait pas les voyages pour aller au boulot. Donc, du coup, si j'avais cours de 9h à 17, je peux tenir de 9h à 17. Mais 17h et 1, j'avais un verre de vin.
Ou avant, il fallait attendre quand même 20h, 20h30, parce que j'étais au bureau. Ok. Ok, donc pendant le confinement, ça s'aggrave, on va dire. Oui. Ok. Oui. Là, tu te dis, fed up. Done. J'en peux plus. Oui. Comment tu savais pas trop quoi faire? Est-ce que tu as plus cherché sur Internet? Comment tu as fait pour... Ma copine anglaise, elle m'avait conseillé de lire 2 livres. Le premier qui s'appelle Alcohol Explained et le deuxième, c'était donc Alcohol Explained par William Porter, qui existe maintenant en français, L'alcool expliqué. Grâce à toi. Oui, un peu beaucoup. Et Annie Grace, The 30-Day Alcohol Experiment. Et donc là, c'est plutôt... ça aide à changer les manières de penser à l'alcool. L'alcool expliqué, c'était pour moi, c'était clé parce que ça m'a fait comprendre en fait l'alcool et les effets physiques, physiologiques et psychiques en fait, mental. Donc je voyais en fait pourquoi j'arrivais pas à boire un verre, pourquoi j'arrivais pas à arrêter complètement et pourquoi j'arrivais plus à dormir. Donc en fait je me suis rendu compte au bout de moment j'étais juste sur un manège enfin tous les jours c'était la même chose et au bout de moment tu te dis stop, j'ai envie de descendre et il suffit que j'arrête de boire et puis tous les problèmes autour de moi, l'angoisse, le manque de sommeil, c'est tout lié à l'alcool en fait. Et je ne savais pas. Donc ça a beaucoup aidé. Et puis, et Annie Grace aussi, on parle de change your mindset vis-à-vis un produit. Et si tu changes comment tu regardes le produit, ça change aussi le craving. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent de consommer. Et ils sont vraiment au bout des doigts, c'est vraiment tous les jours, c'est une bataille de tous les jours. Mais en lisant l'alcool expliqué, je vois l'alcool comme du javel. Mais pourquoi je ne veux plus consommer ça pour me mettre sur cette manège de dépression, angoisse, manque de sommeil, de la culpabilité, toutes ces sensations négatives de moi. Et dès qu'on peut changer cette regard vers un produit, le reste, ça tombe en fait naturellement en place, je trouve. Pour moi. Oui. Et c'était pareil pour arrêter les cigarettes. J'avais lu Alan Carr, La manière facile d'arrêter les cigarettes. Je ne me rappelle plus le titre. En français, je ne sais plus. C'est à peu près le easy way. Donc, c'est le même principe, en fait. Le livre est basé autour de changer le regard vers le produit et comment on consomme. Par exemple, il dit exactement la même chose sur les cigarettes. On fume quand on est stressé, on fume quand on est content, parce que quand je suis stressée, ça me détend. Quand je suis fatiguée, ça me donne de l'énergie. Ben, ça peut pas être les deux à la fois. Ça peut pas t'endormir et te réveiller au même temps. Enfin, donc, du coup, quand tu vois, il n'y a pas de logique dans le produit, la manière qu'on consomme le produit, c'est plus facile pour certaines, pour moi en tout cas, d'arrêter. Oui, parce qu'en fait, c'est plutôt que de te dire, tiens, j'ai un problème et je l'apaise avec l'alcool, tu te rends compte que c'est l'alcool qui crée ce problème-là. Quoi. Oui. Sinon, tu l'aurais pas s'il n'y avait pas ça. Oui, il y a un truc dans les Simpsons, c'est un petit truc connu, Homer Simpson, il dit à l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes. À l'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. C'est ça en fait, j'étais fatiguée, angoissée, en dépression, j'avais l'impression de ne pas arriver, donc je me suis sentie comme une grosse merde. Et donc du coup, pour oublier tout ça, je dis au moins je prends un verre, je suis heureuse. Ça me fait plaisir sur le moment, quoi. Oui,
Et puis finalement, c'était l'alcool qui crée tous ces problèmes derrière, en fait, j'étais fatiguée parce que j'ai mal dormi, parce que l'alcool, et si tu es en manque de sommeil, tu as tel problème, ben en fait, je pense que j'avais lu une statistique, c'est 70% de dépression et angoisse est créée par le produit même, enfin l'alcool dans ces cas. Il n'y a que 30% de gens qui ont cette comorbidité, c'est-à-dire un problème derrière de dépression, d'anxiété. Je suis une de ces 30%, mais ça, c'est impossible de savoir sans enlever le produit pendant 1 an, quoi. C'était juste après 2 ans d'avoir arrêté l'alcool qu'on a essayé d'enlever le traitement aussi pour la dépression, mais on ne peut pas. Mais ça, c'est bien à savoir aussi qu'en fait, si tu es en dépression, tu galères avec beaucoup d'anxiété, c'est peut-être à cause d'un produit, que ce soit la nicotine, que ce soit l'alcool ou d'autres. Oui, ça vient rajouter, ou ça crée le chose, ou ça vient rajouter. Ça crée le chose et la solution du problème, en fait. Donc, c'est génial comme. Ils sont très ouais. C'est un énorme produit. T'as eu peur, toi, d'arrêter, que ce soit pire, par exemple? Que tu te sentes plus mal ou... Non, je pense que pour moi, je suis arrivée à un moment où ça peut pas être pire, en fait. C'est vrai que c'est inconnu, mais je me suis dit, dans tous les cas, ça peut pas continuer comme ça. Donc, je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Je sais pas si j'ai même réfléchi si loin que ça, mais... je savais que ça ne pouvait pas continuer sur le même chemin. Après, ma vie a beaucoup changé et très vite. J'étais en couple pendant presque 10 ans. On s'est séparés 3 mois après. Après que tu as arrêté? Okay. Et donc, et j'avais... mes amis, c'était en fait ses amis. Donc, j'ai complètement perdu 90% de ma vie sociale, assez vite aussi. Mais si ça a coulé tout de suite comme ça, je pensais aussi c'était pas la vie pour moi. En fait, je pas retrouvé ma place dans mon ancienne vie. Donc très vite, une autre vie se crée. Sans alcool. Oui, j'imagine que c'est compliqué, par exemple, de retourner en soirée avec des anciens potes avec qui tu faisais la bringue. Oui, c'était surtout, en fait, je sentais une distance entre moi et eux. Et à partir de 23h, à partir de je ne sais pas combien de verres, je me suis sentie... en fait, j'ai perdu la patience, en fait. Les gens, quand ils commencent à être bourrés, c'est difficile. C'est pas du tout drôle quand nous, on boit pas. Non, au départ, ça va. J'arrive à m'amuser en soirée et discuter avec des gens. Mais au bout de moment, OK, c'est le moment que j'entre. Mais ça, c'était difficile parce que quand tu es avec quelqu'un et tu veux rester avec eux, on ne passait pas la même soirée. Et puis moi, je suis rentrée tôt, avant, donc en disant 23h. Mais pour lui, la soirée continuait jusqu'au lendemain. Donc moi, je me suis réveillée avec beaucoup d'énergie parce que j'avais bien dormi. Et je voulais faire des choses. Mais Stacy, la semaine avant, était crevée et voulait faire le sieste toute la journée aussi. Mais le Stacy après, même une semaine après... J'avais de la pêche, je voulais faire des trucs. Donc, en fait, tu ne vis pas la même vie. Tu ne vis plus la même vie que quand tu consommes. Donc, c'est presque normal, finalement, que tu changes un peu les groupes où t'es et les rythmes de vie, etc. quoi. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup changé. Donc, ma vie, c'est une réflexion de moi actuellement. Donc, mais ça peut faire peur. Et j'avais vu dans des groupes, je fais pas mal d'entraide sur Instagram, sur Facebook,
Et ça, c'est un vrai peur des gens. Mais moi, je vais arrêter. Mais mon épouse picole. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est vrai que on ne sait pas. C'est vrai qu'en fait, ça peut faire bouger des familles complètes. Oui. Ok. Donc, en fait, toi, ce qui t'a fait arrêter, c'est ces livres-là? Oui. Ou t'as fait quelque chose d'autre en plus? Ou Non, c'est la lecture de ces livres? C'était la lecture de ces livres, mais en réfléchissant toute cette année, parce que c'est vrai que dans la formation de patients experts, on voit des patients en chambre, en cure, en post-cure. Je veux savoir pour toi quel était ton déclic. On parle toujours de ce fameux déclic, mais je pense que ils demandent parce qu'ils veulent savoir si c'était ton déclic à toi, ça peut être mon déclic à moi. Donc, c'est bien de tout essayer pour voir si, en fait, est-ce que ça peut marcher pour moi, ça peut marcher pour moi. Mais je pense que finalement, c'était juste, ces 2 livres, c'était les gouttes d'eau que j'avais besoin de faire déborder le vase qui était le déclic. Donc, du coup, c'était une accumulation de tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais déjà lu sur Internet, tout ce que j'avais parlé autour de moi. Et finalement, là, ces 2 livres, il y avait un sens. Oui, en fait, c'est pas un déclic unique, quoi. Non. C'est un ensemble de choses que tu as fait avant, de questionnements que tu avais, tu en as parlé à ton médecin, il y a plein de choses qui se sont passées. Oui. Donc, du coup, ce que je parle de ce déclic, c'est facile pour quelqu'un de l'extérieur ou même... mais même la même copine, elle sait que maintenant j'essaie de réduire la caféine, ce qui est dur. Et elle a dit, mais c'est drôle parce que tu n'as pas galéré avec l'alcool ni les cigarettes comme tu galères avec la caféine. Et je réfléchis un moment, mais je dis, la dernière fois j'ai arrêté. Mais chaque fois avant, où je voulais arrêter, mais je n'étais pas capable. Oui, en fait, c'était des années de galère. Oui. Mais on parle de ce déclic et ce moment génial. Et c'est vrai, c'était ça. Mais il y avait toutes les fois avant. On a tendance à regarder le truc un peu comme beaucoup, en fait, quand on voit les stars à la télé, des trucs comme ça. On voit le côté trop bien, et on oublie les années de galère avant à essayer et pas y arriver. Quoi. Ouais, on dit la sobriété spontanée. Mais en fait, oui, c'était ça, la dernière fois. Mais pas toutes les centaines de fois avant. Donc... Est-ce que tu as eu après des cravings, des trucs comme ça? Non, et c'est pour ça que je pense que ces livres, par exemple, de William Porter et Alan Carr, je dois te dire William Carr, c'était intéressant, le mariage des deux. C'était intéressant parce que ça a changé complètement mon regard sur les produits. Je n'avais pas des cravings pour alcool, je pense toujours des cigarettes. On avait parlé l'autre jour, l'alcool, je peux servir des verres. Même parfois, un verre de vin, je vais sentir ça fait tourner le ventre un peu, j'avoue, l'odeur, ça m'attire plus du tout comme avant. Mais l'odeur des cigarettes, et parfois, quand je suis pas bien et j'ai envie de changer mon esprit, je dis, putain, j'aimerais bien fumer une cigarette. Je sais que je vais pas le faire, donc je sais que je ne vais pas acheter, je ne vais pas demander, je ne vais pas taxer un club, mais j'ai ce moment de... J'ai envie d'une cigarette. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans l'alcool expliqué, ce que j'ai jamais entendu expliquer comme ça avant, c'était, en fait, un craving, ça ne vient pas de nulle part. En fait, on n'est pas en train de subir un craving. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans la tête. C'est une chaîne de pensées qui nous amène à un craving. Donc, si tu peux te retirer et regarder tes pensées un peu de loin, un peu de l'extérieur, je peux très facilement dire, j'ai envie d'une cigarette, mais je n'ai pas cette sensation en moi où je vais perdre le contrôle. Parce que être en obsession dessus. J'observe mes pensées et qu'est-ce qui m'a amené ici, en fait, de dire ça dans ma tête, j'ai envie d'une cigarette. Ça peut être une pensée ou une émotion. Oui. Un ennui, une sensation, un truc comme ça. Ou voire une habitude. Oui. Un truc ancré. Oui, j'ai trop mangé, je vais fumer. Ou sortir de table, au bout de moment, pour prendre un peu d'air. On peut très facilement prendre un peu d'air. Sans clope. Oui, c'est bon.
entre autres, peut-être, je sais pas, on ne va pas dire ça. Non, c'est génial. Mais c'est ça qui est, enfin, je pensais, bah oui, qu'est-ce qu'on fait avec des cravings? Parce que j'avais ces cravings où j'avais des pensées obsessionnelles sur l'alcool toute la journée. J'ai trop hâte de partir du boulot parce que je vais... Et puis, j'avais senti, en fait, donc l'alcool, c'est un dépresseur. Donc, ça va ralentir les pensées, le corps, le cerveau. Donc, pour compenser, le cerveau va relâcher des stimulants. Mais je me suis rendu compte, au bout de moment, j'avais déjà l'effet stimulant de mon cerveau avant de boire le premier verre. Donc, le cerveau est déjà en train de préparer pour boire. Donc, c'est tellement... Enfin, le physique est tellement dépendant sur le mental dans ces situations. Enfin, j'avais le cœur qui battait plus vite. Je tremblais un peu. Enfin, j'avais vraiment comme des effets comme si j'avais pris un produit stimulant. Donc, quand tu le lis en noir et blanc, en fait, tu as ça parce que tu as ça et c'est parce que tes pensées t'ont amené là. Ça m'a aidé à prendre cette recul, d'être capable d'observer mes pensées et d'éviter des cravings. Après, je sais pas, enfin, de savoir aussi que je fais confiance en moi maintenant, que je vais pas aller acheter une cigarette, je vais jamais refumer, je vais pas prendre ce risque. Ça aussi, ça aide aussi ça m'aide aussi d'être rassurée en soi-même. Puis tu disais, on en parlait la dernière fois, c'est le fait de voir noir sur blanc et puis que tu peux faire quelque chose pour ces cravings et que tu n'es pas dépendante de ça, que c'est pas forcément... que tu as un potentiel d'action dessus, ça aide aussi. Oui, ce qu'on avait dit, je pense que la discussion c'était est-ce que c'est une maladie ou pas? Est-ce que l'addiction c'est une maladie ou pas? Moi, je crois pas. Mais enfin, je pense pour avoir le pouvoir sur quelque chose, c'est tellement une force. Donc, si ça aide des gens de dire, enfin, je suis sûre qu'il y a des études dessus que c'est une maladie, bah ok, bah on peut soigner une maladie. Pour moi, je voulais pas être victime de maladie. Pour moi, je me suis dit, j'ai un problème avec un produit addictif. L'alcool, ça fait peur en fait. Quand tu vois le cycle vicieux ça te rend fatigué et angoissé et tout ça, et puis quand tu bois un verre, ça te donne l'euphorie et ça enlève l'angoisse parce que en fait, ça compense pour les effets. Enfin, je me suis dit, j'ai le pouvoir de juste arrêter le cycle. Et donc, c'était ça pour moi qui était important. Voilà. Moi, finalement, ce que je dis, c'est que ça dépendra pour chaque personne. Il y en a qui ont besoin de croire que c'est une maladie parce que ça les aide de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas responsables, etc. Oui. Et c'est pas culpabilisant, du coup. Oui. Et pour d'autres, genre toi, tu avais vraiment besoin de savoir que tu avais le pouvoir là-dessus et que tu pouvais choisir d'arrêter, quoi. Parce qu'après, j'avais fait une formation la semaine dernière sur parler d'alcool avec des salariés. Donc, il y avait des responsables de ressources humaines, il y avait des médecins de travail. Et une des choses que le psychologue a dit, c'était la personne en face de toi se sont déjà comme une grosse merde. Ils se sont déjà coupables de quelque chose. Comme je disais, on le sait. Oui. On est le premier à savoir que je vais tenir ce soir. Mais est-ce que je vais... Enfin, on est le premier à savoir et sentir comme ça. Donc, c'est très important de reprendre le pouvoir sur nos vies. Enfin, je dis nous et on. Mais c'est erreur de premier degré. Quand on témoigne, je peux parler de moi et pas des autres. Mais voilà. Oui, c'est important. C'est important parce que si nous, les hypnos, accompagnants, on est amenés à voir ces gens-là, c'est important de ne pas... engrainer rajouter sur la culpabilité qu'on ressent déjà. Oui, et puis et comme tu as très bien dit, un alcoolo, c'est quelqu'un qui est rouge, qui sont mauvais, enfin qui a perdu leur vie, qui est dégueulasse. Enfin, donc du coup, je pense qu'on se sent...
je me suis sentie déjà pas bien. Donc, en fait, j'étais là, mais je veux que tu me vois autrement aussi. On n'est pas... Je sais pas où j'étais en train de terminer avec ça. J'étais en train de piocher de la formation de la semaine dernière parce que c'était vraiment intéressant. Elle avait expliqué voyez-moi autrement, en fait. Ouais. Les gens ne veulent pas parler au départ parce qu'ils pensent que ils sont déjà... Enfin, on est déjà jugé par nous-mêmes et on est en face de quelqu'un qui pense... ça et ça de quelqu'un qui est alcoolique et ils sont en train de me parler comme je suis alcoolique. Donc, on voit très vite la connexion, le lien entre pourquoi c'est difficile en parler. Et il faut déstigmatiser aussi. Parce qu'on est là, on peut être un bon mère, un bon épouse, une bonne salariée, tout ce que tu veux. Mais aussi avoir ce problème à côté et être très bien habillée, très bien maquillée. C'est vrai que ça m'est arrivé, moi, en client, d'avoir quelqu'un qui venait pour pas du tout ça et qui, au bout de 4-5 séances, lâche ça, en fait. Que, en fait, finalement, elle boit quand les enfants sont à l'école, quand machin, mais qui ne le dit pas tout de suite, en effet. Oui. On sent qu'il y a besoin de plus de confiance que... Oui. Que toi, tu le vois autrement que juste, je suis là pour un problème d'alcool. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye d'éviter le mot alcoolique. Pour tous ces autres mots qui viennent en tête, on dit les problèmes de consommation d'alcool. Ok. Tu sauras. Mais c'est bien parce que du coup, c'est vrai que ça enlève l'image qui est associée à alcoolique. Ouais. Parce que moi, j'ai celle-là, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à l'avoir. Et pourtant, je connais des gens qui étaient dans ma famille, qui étaient alcooliques, mais qui n'étaient pas du tout dans la rue, qui n'ont pas perdu leur boulot. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens qui prennent des temps pour me demander pourquoi tu ne bois pas, je réponds direct. Si tu vas me demander une question qui peut être sensible, je vais te donner une réponse qui peut être sensible. Je dis oui, j'avais un problème d'alcool. Ah, tu étais alcoolique. Mais là, je dis, ok, et pour toi, qu'est-ce qui est un alcoolique? Parce que je suis toujours curieuse, parce que parfois, les gens me sortent à quelqu'un qui boit plus qu'ils voudraient. Oui, ok. Et si on commence à me dire, quelqu'un dans la rue, non, non, du tout. Du tout. C'est... ça peut être... Moi, je peux avoir des potes qui ne sont pas passés loin. Même moi, je pense que je ne suis pas passée loin, finalement. Ouais. La substance me fait trop mal au ventre maintenant pour tomber dedans, mais j'aurais pu, oui, à une époque. Oui. Oui, mais si tu regardes le DSM, la liste DSM-5, je pense que... Et puis, quand je commençais à lire ça, et je dis, mais je peux diagnostiquer peut-être pas mal de personnes, ce qui est dangereux. Je sais que c'est dangereux à faire, mais il y avait des choses, tu dis, d'accord, ok, c'est ça, un problème avec un produit. Ou ça peut être le comportement aussi au sport. Si tu regardes, on peut dire aussi des problèmes alimentaires, des troubles de comportement alimentaire peuvent très facilement tomber dans cette liste aussi. Le temps passé autour de produits, donc c'est pas oui, le boulot pas non seulement consommer, mais le temps que tu passes en trouvant le produit, le temps de récupérer, le temps qu'on passe en train de se culpabiliser parce qu'on avait consommé et tout. Ça c'est donc du coup pour moi par exemple, au départ je consommais que 4 jours en semaine, mais finalement je passais que la semaine entière autour de ça. Est-ce que je vais boire? Oui. Donc, le sport, le travail, comme tu as dit, ça, on voit très facilement. Oui, j'avais lu, il y avait un des critères, c'était aussi qu'est-ce qu'on loupe après pour le produit. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on ne va plus bosser, ou on ne va pas au cours de sport pour le produit, ou on ne va pas voir des copains pour le produit, ou on ressort à minuit pour aller acheter des clopes dans le seul truc d'ouvert à 15 km. Dimanche, on va faire des kilomètres pour chercher un tabac ouvert, par exemple, parce qu'on n'avait plus de cigarettes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui peut aller dans cette putain de liste. Donc toi, tu as eu un dernier arrêt qui s'est plutôt bien passé, du coup. Oui.
Parce que c'est vrai que l'alcool, ça peut aussi créer plein de choses. Des tremblements, des sueurs froides, Oui. des déliriums très minces, des choses comme ça qui peuvent être beaucoup plus complexes. Oui. Par rapport à d'autres produits. Oui. Par rapport au tabac, par exemple, où il y aura quand même moins de y a pas... symptômes d'arrêt, quoi. Oui. Ou alors qui vont durer moins longtemps aussi. Oui, l'alcool, ça peut aller jusqu'aux 8 jours, il me semble. Donc, du coup, les gens qui font une cure complète, c'est 2 semaines. Sous médicaments, moi, je n'avais pas de dépendance physique dans ce sens un peu classique, de un vrai détox. Donc, c'est un peu comme pour le tabac, il y a une dépendance psychologique, comportementale et physique. Oui. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les addictions. Oui. Donc, j'avais pas assez... Par les grands signes, enfin, c'est quelqu'un qui est dépendant physiquement, et ils ont besoin de faire une cure, parce que sinon, tu peux mourir pendant la période de sévrage. Mon sévrage, c'était un peu... En fait, chaque fois on a un goût de bois, c'est le sévrage, en fait, qui commence à s'installer. Donc, pour moi, le sévrage, c'était pas plus pire que le sévrage classique, où il y avait une semaine de sommeil qui était perturbée, l'angoisse, mais aussi, enfin, j'étais déjà... Oui, elle était déjà avant. Oui, et j'avais déjà le médicament pour ce qui... Donc, du coup, en fait, ça passait facilement, mais je pense que si j'avais su les traitements en France avant, j'aurais pu très facilement aller en cure et post-cure, mais peut-être une mini-cure et puis post-cure 4 semaines, 5 semaines, mais je ne savais pas. Et en plus, vu que c'était pendant le confinement, je pense que c'était vachement plus compliqué. J'avais trouvé un psychiatre addictologue qui m'accompagne depuis, je pense que ça doit être février ou mars 2020. En fait, vraiment, j'avais ma place, je pense, grâce au confinement. Et il ne m'a jamais proposé. Mais peut-être si j'avais galéré jusqu'au... Enfin, j'ai arrêté, on était ensemble pendant 6 mois. C'est toujours mon psychiatre de toute façon, mais... donc, je n'ai jamais arrivé à ce moment-là, mais je pense que vous avez vraiment de la chance en France d'avoir la possibilité d'aller être soigné gratuitement. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Oui, là, je pense que c'est 2 000, 3 000 par jour. Donc, et là, le problème d'opiacés, ça a pris vraiment beaucoup de place aux États-Unis. Je ne sais pas si les gens vont faire soigner en clinique, mais je trouve vous avez vraiment une force et de la chance en France et puis en plus un petit peu plus loin, si tu es obligé de te faire arrêter par de se mettre en caisse. L'expression stéphanoise en plus. Donc se mettre en caisse, arrêt de travail, parce que tout le monde n'est pas ligérien stéphanois. Désolée pour vous. Ouais. Tu peux, en fait. Aux États-Unis, c'est pas possible. Donc, vous avez vraiment de la chance pour ça. Donc, j'avais vu un peu de ça avec ma formation aussi dans les hôpitaux et d'autres patients qui témoignaient quand on faisait des visites en chambre, mais parlaient d'autres cures. Parce que après l'alcool, par exemple, les gens sont obligés souvent de faire plusieurs cures et post-cures. D'accord, c'est rarement en une fois Non, je pense... Non. Mais c'est les gens qui cherchent toujours d'avoir ce fameux déclic. Oui. Et puis, si on peut dire, enfin, à chaque fois tu fais cure, post-cure, c'est pas un échec, c'est juste une autre goutte dans cette base, en fait, qui t'amène vers un but qui va arriver, mais on ne sait pas, peut-être pas quand. Et peut-être c'est pas cette fois-ci, mais peut-être la fois d'après. Ou peut-être il n'y aura pas une fois d'après. C'est difficile j'allais dire rester motivé, même si je pense que c'est pas la motivation qui compte là, mais d'y croire encore, qu'on peut s'arrêter peut-être à un moment. Oui, mais c'est pour ça aussi,
nous sommes là, les patients experts aussi, et les gens qui témoignent avec notre récit thérapeutique. c'est de dire, ça peut prendre du temps. Ouais. Ça peut prendre des années, mais regarde, c'est possible, il y a une vie après, et il faut pas lâcher. Il faut continuer à croire. On dit aussi, les gens qui ont des problèmes d'addiction ou de consommation d'un produit, c'est un manque de volonté. C'est pas un manque de volonté. On a la volonté, mais il nous manque des outils et on est addict, on est malade si tu veux. Mais on est sous contrôle d'un produit. Est-ce que des fois on ne veut pas peut-être trop s'en sortir juste avec la volonté? Parce que la volonté, ça s'effrite quoi, dans la journée. Le matin, tu es rechargé à bloc, tu es hyper volontaire, tu dis j'arrête. Oui, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on use notre volonté, tout simplement c'est cognitif après, à faire des choix. Les choix prennent beaucoup de volonté, à résister. Ça prend énormément de volonté de résister. Il y a, pour le peu, quand tu as une journée de merde et tout, à la fin de la journée, la volonté, elle est à zéro. C'est hyper dur de... On va manger n'importe comment, on veut manger du sucre, du gras, parce qu'on peut pas... On n'a plus de volonté de manger une salade. Enfin, non, c'est sûr. Et là, pour moi, c'était aussi un peu de soulagement. Je cherchais du soulagement. Donc, c'était pas une question de j'avais plus de volonté. Physiquement, j'avais besoin, et mentalement, j'avais besoin d'être soulagée. Parce que la fin de la journée, j'étais tendue, quoi. Ouais. Mais c'était les effets que l'alcool m'avait donné. Et puis aussi, si on peut creuser un petit peu plus, j'étais malheureuse au travail. Je fais plus du tout donc, du coup, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas. Ouais. Donc, du coup, aussi, est-ce que tu as besoin d'être soulagée parce que tu es malheureuse? Enfin, après. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent jouer en même temps. Oui. Et qui aussi peuvent, parce qu'on ne sait pas, mais peut-être tu aurais changé de boulot si tu n'avais pas bu, enfin, tu vois. On ne reviendra pas sur le passé, mais ça vient cacher plein de choses aussi. Oui, là, mais là, tu étais en mode survie. Moi, j'étais en mode survie. Enfin, la seule chose, c'était vraiment de juste tenir la journée. Et quand je dis tenir, je ne vais pas dire sans alcool, c'était juste tenir la journée. Tenir la journée. Okay. Voilà. Donc maintenant, tu fais quoi? Donc, passion expert. Oui. Tu as traduit le livre de William Porter. Précision, je n'ai pas traduit le livre, mais j'avais trouvé le traducteur pour le livre. Ça existait déjà en français, mais le livre était... En fait, je pense qu'il s'est fait avoir et la première traduction n'était pas bonne, mais je ne me fais pas confiance d'avoir fait la traduction, mais j'avais mis en lien avec quelqu'un avec qui je fais confiance. Et donc, du coup, je gère son compte Instagram en anglais et en français. Je suis prof de yoga aussi. Je fais des gardes de chat. Je donne des cours d'anglais quand j'ai envie. Et passion expert, c'est pas encore un métier. J'ai un statut, j'ai un joli certificat. Donc, je vais commencer à lancer mes projets, à accompagner des patients. Je vais aller voir dans le coin ici et à Lyon. Il y a des structures qui cherchent des patients experts justement pour témoigner, pour accompagner des patients. On est un peu le traducteur entre les patients et les médecins, en fait. On est entre guillemets les blouses blanches qui parlent qui sont leur langue à eux et les patients avec leur langue, et on est entre les deux, en fait, entre les deux mondes. Donc, je vais voir dans quelle manière je peux m'impliquer dans des structures ici, mais j'aimerais bien aussi de faire quelque chose avec le yoga et avec les gens qui sont en cure, post-cure, au XAPA, au hôpital de jour. Parce que je pense, moi, quand j'ai arrêté de consommer, j'avais retrouvé, déjà, j'avais beaucoup plus de temps libre, donc il faut trouver... quelque chose à faire. Oui, on a plus de temps et plus d'énergie pour trouver nos passe-temps, pour nos loisirs.
Donc, je commençais à faire du yoga à fond. Et aussi, j'avais remarqué cette réveil corporel, en fait, et le réveil entre l'esprit et le corps. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais de toute façon, je pense, moi j'étais plus réveillée dans tous les sens et je veux amener ça aussi aux patients, même si c'est juste comment respirer. Comment respirer et écouter la respiration. Pourquoi je suis tendue et où et pourquoi. Enfin, vraiment juste, parce que comme on disait, parfois quand on a un craving, on a un petit acronyme en anglais, ce qui est HALT. Donc, tu peux hungry, angry, lonely, tired. Avoir faim, être en colère, sentir seul ou être fatigué. Donc, moi, j'avais fait l'acronyme FESS. Fatiguée, je me pensais aux fesses. C'est tout à fait français. Oui, mais halt, c'est bien parce que ça veut dire arrêter. Donc, en fait, on va prendre une pause, on va analyser pourquoi on se sent comme ça. Fesses, ça donne pas exactement la même traduction, mais bon. Donc, c'est important, c'était important pour moi et je pense que c'est important de savoir aussi comment prendre cette minute et vérifier avec soi-même pour savoir pourquoi, par exemple, pourquoi j'ai un craving, pourquoi je suis tendue, mais je suis en train de te parler, je suis crispée en bas, mais parce que je suis un peu angoissée, mais je le sais, je suis tendue, donc je peux prendre une minute pour respirer et détendre mes muscles. Et caresser des chiens. Qui est légèrement harcelant. Légèrement, mais j'aime bien. Ça fait plaisir. Voilà. Ok, merci Stécie. Merci à toi, Anna. Est-ce que tu vois autre chose que tu as envie d'ajouter sur ce sujet Juste si les gens cherchent une patient expert, voilà, ou s'ils veulent plus... Je vais te poser autrement. Ok. Je vais te poser réaction. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Je suis joignable sur toutes les plateformes. Déjà, Anna, toi, tu as mes coordonnées. Je suis sur Facebook, Stacy Leshner. Sur Instagram, @alcoolexpliqué. Et il y a le site web alcoolexpliqué.fr. Et puis aussi en anglais, William Porter. En fait, si tu envoies un message sur Instagram, c'est moi. Souvent, c'est moi derrière. Mais donc, je suis là en fait pour toutes les questions de renseignement. Je pense que moi, j'ai pas peur d'en parler. Et comme j'avais expliqué ma vie actuellement, j'ai beaucoup plus de temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis vraiment à fond avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. Vous pouvez retrouver les notes dans la description du podcast. Merci pour vos écoutes. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast ou Spotify, etc. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles pour faire connaître le podcast ou l'envoyer à des gens que ça pourrait aider ou accompagner. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.